Mesdames et messieurs, bonsoir. En arrivant à la présidence de la République en avril 2016 et en présentant aux Béninois son programme d'action du gouvernement en décembre de la même année, le président Patrice Talon affichait déjà sa ferme ambition de faire du tourisme un pilier de développement, créateur de richesses et d'emplois. En analysant ses propos et même sa posture, on a bien compris que la culture et les arts seront désormais au service du tourisme. 4 ans après, quels sont les acquis dans ce secteur névralgique du développement national? Quels espoirs? Quid de l'économie touristique et culturelle? Le temps des moissons de ce jour va à la rencontre du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. Et ce plateau, j'ai le plaisir de le partager avec Christian Adandédian de Canal 3 Bénin. Bonsoir Christian. Serge Ayaka, bonsoir. Jean-Michel Abimbola, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Adandédian, Monsieur Ayaka. Bonsoir, Monsieur le ministre. Vous êtes ministre en charge du tourisme, des arts et de la culture. Nous allons revenir sur les 4 ans de parcours du programme d'action du gouvernement, pour ne pas dire les 4 ans de gestion du pouvoir d'État par le régime du président Patrice Talon, dans votre domaine, les arts, la culture et puis le tourisme. Monsieur le ministre, la vision de départ, c'était quoi alors? Véritable pilier de développement économique. Le tourisme était, pour le gouvernement du président Patrice Talon, un point crucial, névralgique, qu'il faudra aborder dans tous ces sens. Comment cette vision se traduit-elle aujourd'hui, 4 ans après? Merci beaucoup, Monsieur Adandédian, Monsieur Ayaka. Je voudrais vous remercier pour l'estime et l'occasion que vous me donnez, surtout de venir m'exprimer face à nos compatriotes. Je voudrais dire que jusqu'aujourd'hui, le tourisme, en relation évidemment avec la culture et les arts, le tourisme reste un axe important pour le développement économique de notre pays, et c'est le deuxième pilier identifié dans le PAG. C'est le secteur, le deuxième, avec l'agriculture, sur lequel notre pays veut se fonder pour pouvoir se révéler et pour pouvoir impulser le développement et créer la richesse. Et ce modèle, nous l'avons déjà dans un certain nombre de pays. Il y a un certain nombre de pays très connus qui, pour ne prendre que cet exemple que nous prenons souvent ici au Bénin, la France n'a construit son développement qu'autour de l'agriculture, notamment ce qu'on a appelé jusqu'à présent la politique agricole commune et l'exception culturelle française. Et c'est ça qui fait de la France la 5e puissance économique aujourd'hui. En ce qui nous concerne, au Bénin, nous sommes persuadés également que grâce à l'agriculture et également grâce à la culture qui va infuser et qui va donner les intrants au tourisme, nous allons pouvoir révéler notre pays, le Bénin, et créer la richesse. Et pour cela, le gouvernement du président Patrice Talon, depuis 4 ans, s'en donne les moyens. Au plan agricole, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde commence à reconnaître que les résultats sont au bout de l'effort. En ce qui concerne le secteur touristique, en lien avec la culture et les arts, c'est vrai que nous sommes moins avancés que pour l'agriculture, parce que nous partons de beaucoup plus loin que l'agriculture. Il y avait beaucoup de choses à refaire. Nous partons de beaucoup plus loin. Vous savez, depuis toujours, tous les régimes ont toujours estimé que l'agriculture c'était important parce que nous sommes un pays agricole et que la main-d'œuvre est essentiellement agricole, et que quand on regarde objectivement, effectivement, c'est l'agriculture qui peut nous permettre non seulement de nourrir le peuple, mais également d'exporter dans la sous-région. Mais en ce qui concerne le tourisme, de mémoire de Béninois que je suis, c'est la première fois que le tourisme est au cœur de la préoccupation gouvernementale et des politiques publiques. Et c'est une chance, mais c'est une chance qui vient pratiquement 60 ans après nos indépendances. Donc il faut pouvoir rattraper tout ce temps-là. Et vous savez que je suis bien placé pour le dire, puisque j'ai déjà occupé cette fonction il y a quelques années sous un autre régime.
Alors, c'est plusieurs projets phares dans le secteur du tourisme. On parle par exemple du parc de la Pendiari qu'il faut refaire et revendre aux touristes. Une équipe est allée à Porga, dans le parc de la Pendiari, et à Ganvier. Nous allons suivre cet élément. Depuis l'avènement du président Patrice Talon en 2016, la réhabilitation du parc national de la Pendiari est un projet phare de son programme d'action. Après des études bien nourries, la collaboration avec l'ONG internationale African Parks Network a porté des fruits. Aujourd'hui, le parc est plus que jamais giboyeux. Le Bénin a un patrimoine naturel extrêmement unique au monde. On retrouve le lion de l'Afrique de l'Ouest, on retrouve le guépard de l'Afrique de l'Ouest, le buffle de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des espèces, des subespèces qui sont en voie de disparition. Le parc national de la Pendiari a procédé à un développement spectaculaire des pistes qui donnent accès pour les touristes à des lodges confortables. Plus qu'hier, les transports tant terrestres qu'aériens donnent une vue plus large de la faune et de la flore dans un environnement pittoresque et très agréable. La Pendiari, au temps de Patrice Talon, rompt définitivement avec un passé récent caractérisé par une insécurité sans précédent. L'autre projet qui focalise l'attention du gouvernement dans le département de l'Atlantique s'appelle Réinventer Ganvier. La reconstruction de la Venise de l'Afrique entre dans sa phase active. Il faut des maisons authentiques, en paille, en branches de palme. C'est ça qui intéresse surtout les touristes. Et c'est ça que nous souhaiterions qu'on fasse. Il s'agit de construire des habitations identiques à l'existant, mais très modernes, confortables et attrayants. Des habitations et autres infrastructures attendues pour révéler davantage le potentiel touristique que doivent offrir au monde Ganvier et Soava. Plusieurs aménagements à réaliser par plusieurs départements ministériels et autres agences y sont prévus. Ce début des travaux augure d'un lendemain rassurant pour le précieux projet Réinventer Ganvier. C'était là donc deux projets phares du programme d'action du gouvernement Réinventer Ganvier et puis en même temps tout ce qui se fait dans le parc de la Pendiari qui visiblement a changé complètement de visage. Absolument, merci beaucoup. Vous venez de montrer deux des 7 projets phares, programme d'action du gouvernement. Il y a d'autres projets qui sont des projets prioritaires, mais sur les projets phares, il y en a 7 et vous venez d'en présenter brièvement à travers vos images 2. À savoir faire de la Pendiari le parc de référence de l'Afrique de l'Ouest et réinventer la cité lacustre de Ganvier. En ce qui concerne le parc de la Pendiari, et je peux vous dire, pour bien connaître ce parc, pour avoir déjà été dans ce parc 4-5 fois précédemment, je peux vous dire que j'ai vécu une expérience unique cette fois-ci, parce qu'en 48 heures, j'ai eu le temps de voir plus d'animaux qu'en 5 fois, et même je dirais qu'en 10 fois. Nous avons vu, comme ça avait été promis par le directeur général de l'ANPT, M. Plia, il y avait effectivement beaucoup de gibier, il y avait beaucoup d'animaux. Il y a un développement faunistique et floristique exceptionnel dans ce parc. Les Big Five dont on parle généralement, je les ai tous vus, à l'exception évidemment du rhinocéros qui n'est pas encore réintroduit, mais les formalités sont en cours, les démarches sont en cours pour cela. Mais l'éléphant d'Afrique, le lion, les grandes antilopes, le buffle, l'hippopotame, un certain nombre d'autres animaux sauvages, j'ai pu les croiser très banalement. Dès la première heure où j'étais dans le parc, j'ai pu voir cela, alors qu'il y a quelques années, vous pouviez passer 2 jours, 3 jours sans voir des animaux, sauf quelques antilopes. Ouais. Donc nous avons réellement un parc qui a été revivifié, qui a été redynamisé, et il faut rendre hommage à la vision du gouvernement
qui a trouvé le bon schéma, la bonne organisation en lien avec l'ONG African Park Networks, qui est une ONG internationale qui est très expérimentée en la matière et qui a plusieurs parcs à travers l'Afrique. Et je voudrais vraiment convier les Béninois à s'approprier d'abord leur patrimoine. Je voudrais convier les Béninois, vous les journalistes, allez voir ce parc, mais également tous ceux qui peuvent, les fonctionnaires, peut-être que nous allons organiser de telle sorte que ce soit, et c'est déjà le cas avec African Park, que ce soit à la portée des bourses moyennes des Béninois. Mais je crois que nous détenons là un patrimoine unique, un patrimoine qui fait la fierté du Bénin, qui fait la fierté de l'Afrique, et le gouvernement a raison d'investir massivement, et des investissements, il y en a eu. Il y a eu des investissements, je l'ai dit, en ce qui concerne la faune et la flore. Il y a eu des investissements en aménagement, en ouverture de routes, en aménagement de points d'eau, en réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures qui existaient, en construction de réceptifs, de lodges ou de campements. Donc il y a également une interaction avec les communautés pour que les communautés qui vivaient également grâce à ce parc, et cela induisait forcément une pression sur la faune et la flore pour que ces populations puissent être prises en compte dans des programmes spécifiques communautaires. Vous dites qu'il y a désormais un nouveau contrat avec ces communautés absolument, qui vivent... Absolument, absolument. Et les communautés comprennent bien que le développement touristique qui est envisagé, disons, n'est pas contre leur bien-être, bien au contraire, les communautés se rendent compte de tous les avantages qu'on peut en tirer, parce que d'abord ces communautés, en ce qui concerne la jeunesse, est concernée pour la création d'emplois. Il y a eu plusieurs emplois créés, on pourrait y venir éventuellement. Il y a eu également, disons, des projets d'apiculture, d'autres projets également pour aider les femmes et les hommes des villages autour à pouvoir en tirer un bénéfice. S'agissant de Ganvié, Ganvié est un patrimoine unique également pour nous au Bénin et nous en sommes tous fiers. Tout le monde connaît la Venise de l'Afrique, bien que beaucoup ne savent pas où situer cela. Il y a même des pays, il paraît, qui s'approprient Ganvié, ces pays qui ne sont pas le Bénin, mais qui s'approprient Ganvié. C'est pour dire, disons, le patrimoine exceptionnel que Ganvié constitue. Mais Ganvié était en souffrance, il faut le dire. Et quand nous sommes béninois, quand nous, jusqu'à ces dernières années, allions à Ganvié, nous avions comme une petite gêne. Nous avions une gêne d'abord parce que on sent la pauvreté, on sent la misère, on sent que cette population fière, cette population particulière qui est attachée à son mode de vie, à sa culture, on sent que cette population était un peu embêtée d'être comme un oiseau en cage qu'on vient visiter, un zoo à ciel ouvert. Alors que maintenant, le projet de la réinvention de la cité lacustre de Ganvié, c'est l'homme, c'est le citoyen, c'est la population de Ganvié qui est au cœur. C'est comment faire pour améliorer le bien-être de ces populations-là, avec l'adduction d'eau, avec l'électrification, avec l'assainissement, avec un certain nombre d'autres investissements majeurs qui seront faits, infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires. Quand on va amener toutes ces facilitations, toutes ces facilités, quand on va voir manifestement le bonheur, la joie de vivre de ces populations, c'est ça le produit. Le produit Ganvié, ce n'est pas d'aller à Ganvié, de dire bon, où sont les animaux ou bien où est tel ou tel site. Le produit Ganvié, c'est de pouvoir voir justement les populations dans leur habitat, de les voir dans leur quotidien et de les voir avec, disons, un confort minimum, ce confort également qui sera le confort évidemment du visiteur ou du touriste. Donc c'est cet investissement important qui est fait avec l'aide, il faut le dire, en ce qui concerne Ganvié, de la coopération française à travers l'AFD, puisque, entre autres, il y a beaucoup de projets, comme je le disais, socio-communautaires pour pouvoir hisser, réinventer cette cité, mais la réinventer à l'identique. Il ne s'agit pas de dénaturer Ganvié, il s'agit d'assainir les eaux, il s'agit d'ouvrir les chenaux, il s'agit d'avoir un système, les études vont être lancées incessamment, d'assainissement, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'assainissement général à Ganvié. Il n'y a pas d'adduction d'eau à Ganvié. Il n'y a pas d'électrification générale à Ganvié. Le collège de Ganvié sera reconstruit avec plus de 16 modules de classe, etc., etc. Donc le gouvernement va mettre le paquet
pour que nous soyons fiers tous ensemble. Vous dites que le gouvernement va mettre le paquet. Quand on regarde un peu le projet, c'est bien lourd, un peu comme vous venez de le présenter, et ça fait un investissement massif de plusieurs milliards de francs CFA. Alors, depuis que ce projet est envisagé et lancé, où en êtes-vous? À quelle étape se situent actuellement les investissements, les travaux? Très bien. En ce qui concerne Ganvié de façon précise, à travers votre reportage, je pense que les Béninois ont pu apercevoir les habitats lacustres témoins. Ça veut dire quoi? Le gouvernement, en lien évidemment avec les communautés, est en train de développer un programme pour pouvoir réhabiliter, restaurer les habitats de nos compatriotes qui sont de Ganvié, pour avoir des habitats aux normes, mais qui respectent la tradition, comme disait l'autochtone que nous avons vu dans le reportage, qui respecte cela. Mais en même temps, et on a vu, on a 10 habitats que vous avez bien montrés en îlot. Donc il y a un programme qui va aller jusqu'à 3500 habitats qui seront reconstruits à Ganvié, en F3 et en F4. Et il va y avoir un programme social d'acquisition, d'accession à ces logements par les populations de Ganvié. Mais une fois qu'à Ganvié, nous allons avoir tout ce que je viens de décrire, peut-être que vous, M. Adandéguian, peut-être que vous, M. Ayaka, vous aurez intérêt à avoir une résidence à Ganvié. Peut-être que vous, tous les week-ends, vous irez peut-être à la route des pêches, mais peut-être que vous direz aussi, bon, allons rapidement à Ganvié, parce que c'est quand même édifiant et c'est sensationnel. Donc voilà ce que le gouvernement est en train de faire. Ça, là, se voit déjà directement, les habitats témoins. On voit également un certain nombre de... Les chenaux, c'est-à-dire les routes fluviales, si je puis dire, sont déjà un certain nombre de balises, pas toutes les routes, certaines sont déjà faites. Mais dès cette année, nous allons voir le collège qui sera construit. Dès cette année, en lien avec la fondation Claudine Talon, nous allons avoir le centre de santé qui sera reconstruit entièrement. Nous allons avoir la route qui mène vers l'embarcadère qui sera refaite. Donc il y a de façon concrète un certain nombre, l'électrification avec un certain nombre de projets en lien avec la SBE. Donc dès cette année 2020, les habitants de Ganvié et les populations béninoises pourront toucher du doigt, ou en tout cas voir avec leurs propres yeux, ce que le Ganvié sera en perspective. Oui. Donc, et ceci m'amène justement à demander, il y a la Pendjari et puis on a Ganvié qui sera réinventé. Quel est le message final qui se cache derrière toute cette transformation, aussi bien physique que... Absolument. Comme nous l'avons dit à l'entame, rien qu'avec la culture et le tourisme, le Bénin peut se développer. Mais pour cela, il ne s'agit pas de venir dire aux gens « venez voir comme nous sommes fiers de ce que nous mangeons ». Nous devons améliorer l'offre touristique. Donc ce que le gouvernement est en train de faire, c'est depuis 2016 de construire, de bâtir une offre touristique. Il faut que le visiteur qui vient au Bénin puisse avoir une variété de produits à consommer, au plan touristique, je veux dire. Donc on peut avoir évidemment le parc, on peut avoir la cité lacustre de Ganvié, on peut avoir notre histoire à travers nos rois, nos palais royaux à Abomey ou ailleurs. On peut avoir également le mémoriel à travers l'histoire douloureuse, mais que nous pouvons aujourd'hui transformer en or sur la route de l'esclave. Nous pouvons avoir la route des Tatas avec, disons, les Tata Somba qui sont un habitat exceptionnel également. Donc le Bénin, nous avons évidemment un littoral avec un produit balnéaire exceptionnel que nous sommes en train de développer au niveau de Huida, plus précisément d'Avlekété, puisque à Avlekété, où aujourd'hui il y a déjà une digue immergée qui est construite de 4 km de large, qui sera d'ailleurs rallongée d'1 kilomètre, vous allez avoir là un certain nombre d'opérateurs majeurs touristiques qui vont venir s'installer, dont le Club Méditerranée, dont pour les connaisseurs Bayantri, ce sont des références, disons, mondiales exceptionnelles en matière de tourisme, dans le Hilton. Donc nous allons, ces grandes marques vont venir comme des produits d'appel et comme des produits qui vont aspirer, qui vont attirer d'autres investisseurs qui viendront également là. Ça, c'est sur Avlekété pour le balnéaire. Mais vous avez à voir la même chose
des investissements majeurs au niveau de Djegbadji, c'est-à-dire là où il y a la porte du non-retour aujourd'hui. Et là, la porte du non-retour sera complètement refaite avec une marina qui sera construite, avec des promenades, la possibilité d'une promenade mémorielle, la possibilité d'aller faire une immersion mémorielle et historique à travers un bateau à taille réelle qui sera installé là, un bateau dégrillé, qui va nous remettre dans le commerce du bois d'ébène, comme on disait à l'époque, dans le commerce triangulaire. Donc vous allez pouvoir vivre des expériences exceptionnelles là, à Ouidah. Vous allez pouvoir faire la route de l'esclave depuis la place aux enchères, qu'on appelle aujourd'hui la place Tchatcha, jusqu'à la porte du non-retour. Et au niveau de la porte du non-retour, cette marina dont je vous parle, dans Ouidah, au cœur de Ouidah, vous avez la réhabilitation du fort portugais, mais également certains investissements au niveau du fort français. Au niveau du fort portugais, vous avez la réhabilitation de la maison de maître, cette maison coloniale du gouverneur, mais vous avez également, là où il y a aujourd'hui un théâtre de verdure pour ceux qui connaissent, on va créer un musée qui va s'appeler le Musée international de la mémoire de l'esclavage, le MIME, qui va être un musée moderne, aussi moderne que ce que vous pouvez trouver en France, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, Ouidah va être réellement un pôle de concentration d'investissement touristique. Il en sera de même en écho sur Abomey, où sur Abomey, le site palatial des rois d'Abomey sera totalement réaménagé, où nous allons construire là, le gouvernement va construire le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Donc là également, si vous connaissez le site, c'est 47 hectares. Ces 47 hectares seront largement reconstruits avec un musée moderne qui va justement conter cette histoire de nos rois. Et en même temps, vous allez avoir la réhabilitation de nos palais pour l'immersion dans l'histoire. À travers tous ces développements, vous nous renvoyez dans un futur, à l'étape actuelle. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que vous en êtes dans la mise en œuvre de ces différents projets? Vous avez parfaitement raison. Au niveau de la Pendjari, on en a parlé. Je pense qu'il y a déjà des réalités concrètes qu'on peut toucher du doigt. Il y a eu des investissements de réceptifs, un lodge qui a été construit. Il y a eu un certain nombre d'autres investissements, on en a parlé. C'est vrai. C'est vrai que sur la Pendjari, on a eu un incident, mais cela n'a pas émoussé l'ardeur du gouvernement. Et d'ailleurs, cela n'a pas découragé les visiteurs qui continuent de venir parce que le gouvernement a pris des mesures sécuritaires exceptionnelles au niveau de la Pendjari. On a vu également au niveau de Ganvié, je viens de vous dire ce qui est déjà fait et ce qui va être fait dès 2020. Au niveau d'Abomey, le projet est immense. Et là également, ce sera en lien, en partie, le financement viendra partiellement également de l'AFD, donc de nos partenaires français. Il y a des études importantes qui sont faites, les études sont totalement achevées et à partir de cette année, nous allons commencer concrètement à avoir des réalisations sur le site. Dès 2020, il y a des travaux d'urgence parce que le site était en souffrance. Mais bon, nous sommes sortis de cette menace, bien évidemment, puisque le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Et deux architectes vont travailler essentiellement sur Abomey. Une architecte qui est une française d'origine camerounaise, Madame Ntépé, et un architecte qui est un architecte béninois, Gonsalves, qui est connu. Monsieur Gonsalves, dès maintenant, dès 2020, a commencé déjà des petits travaux et va commencer des travaux, mais par rapport à la dimension du projet, évidemment, c'est surtout fin 2020-2021 que nous allons voir des réalisations sur le terrain. Mais ceux qui vont à Abomey, ceux qui connaissent un peu l'économie de ce projet, savent que nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot. En ce qui concerne Ouidah, il y a quelques semaines, au mois de février, j'ai moi-même personnellement été fait une remise de site à une entreprise, Kendall, pour la réhabilitation de la maison de maître, de la maison du gouverneur au fort portugais. Donc c'est du concret, ça a commencé. Et je pense qu'il y a eu un reportage sur notamment l'ORTB et sur d'autres chaînes. On a vu le démarrage des travaux. Puisque vous en parlez, hein, vous évoquez justement cette remise de site. On vous propose de réécouter ce que le préfet de l'Atlantique a dit lors de la remise de ce site. Il reprenait d'ailleurs les propos du président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon. Merci. Dans l'histoire du Bénin,
La ville de Ouida a été marquée par la construction de plusieurs forts par les colons. Le seul qui ait pu résister au temps, c'est le fort portugais, construit en 1721. On y retrouve une impressionnante collection d'objets de la traite négrière. Sa restauration était déjà prévue et annoncée par Patrice Talon lorsqu'il disait « Nous allons réinventer et matérialiser au Bénin les reliques de l'esclavage parce que c'est l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité. Nous allons créer cet espace dans lequel on va revivre ce qu'était l'esclavage il y a des siècles. Et les visiteurs, quand ils vont y entrer à Ouida, auront la chair de poule. Cet espace va ressembler à ce qu'étaient ces contrées il y a des siècles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. » Fin de citation. Et à mon tour d'ajouter que devant ce patrimoine, touristes et autres visiteurs s'extasieront et se recueilleront partagés entre admiration et émotion. Et voilà, c'était donc le préfet de l'Atlantique qui reprenait un peu la vision du chef de l'État. Alors, monsieur le ministre, que peuvent en attendre aujourd'hui les populations? Que peuvent-elles attendre de tout ceci, de toutes ces transformations? Merci beaucoup. Je vais juste dire un dernier mot sur Ouida et le fort portugais. En dehors de la réhabilitation du bâtiment colonial, du fort, il va y avoir la construction d'un grand musée également là, au même titre qu'à Abomey. Et d'ailleurs, ce sont ces deux musées qui vont être les réceptacles de nos œuvres qui vont nous revenir bientôt. Donc peut-être qu'on va aborder ce sujet tout à l'heure. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de sorte que le Bénin se révèle aux Béninois et que le Bénin se révèle au monde. Donc ce que les Béninois peuvent espérer, attendre de ça, c'est de la fierté. Être fiers de leur pays, être fiers de leur patrimoine, être fiers de leur culture, être fiers également de la vision qui est celle du chef de l'État pour que chaque Béninois n'ait plus honte de dire « moi je m'approprie Abomey, moi je m'approprie Ouida, moi je m'approprie l'histoire de l'esclavage, moi je m'approprie le vaudou également ». Donc, et ça fait la transition pour vous dire que dans les projets phares, nous avons également un projet qui me tient à cœur et qui est un projet essentiel. Et le mot n'est pas choisi au hasard. C'est le projet intitulé « La route des couvents vaudou-orisha ». De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de venir faire ici l'apologie de quelque ou quelle religion ou de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Mais nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que le vaudou, orisha, les religions endogènes sont notre culture, sont notre histoire, ce sont nos réalités. Et pour cela, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des Béninois ne savent pas ce qu'on appelle le vaudou? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons une idée déformée, caricaturale, presque diabolique de ce qu'on appelle le vaudou? Et pour cela, la plupart d'entre nous qui apprenons du vaudou, nous apprenons dans les livres écrits par des Occidentaux, où nous allons même dans des musées à Strasbourg ou ailleurs pour savoir ce que c'est que le vaudou. C'est une honte. Donc voilà pourquoi le gouvernement veut permettre à chacun de nous, et également à ceux qui viennent de l'extérieur, de savoir ce qu'on appelle le vaudou. Non pas de devenir des vaudouisants, ça c'est un choix individuel, mais de savoir ce qu'on appelle le vaudou. Quel est le parcours? Nous voulons pouvoir expliquer aux gens ce qu'on appelle le vaudou, qu'est-ce qu'un couvent, en quoi cela consiste, d'un point de vue culturel, bien évidemment. Après, s'il est loisible à chacun de dire « je vais plus loin » ou « ça ne m'intéresse pas », ça c'est une autre affaire, et le gouvernement ne se mêle pas de cela. Donc voilà ce que nous voulons faire pour que d'autres ne viennent pas nous apprendre ce que nous sommes. Donc c'est d'un point de vue culturel, d'un point de vue intellectuel que nous souhaiterions, disons, ce parcours. Et nous voulons faire un parcours de 50 couvents. Et nous allons commencer dès 2020 par 5 couvents dans 5 villes différentes. Grand Popo, Ouida, Abomey, Kétou et Porto Novo. Oui, c'est Porto Novo, bien évidemment. Mais après, nous avons à Gonly, nous avons d'autres communes également qui vont venir, Savalou, etc. Donc nous avons 50 couvents. Ce n'est pas 50 villes forcément, mais 50 couvents qui, disons, feront un circuit.
Nous avons également la possibilité, parce que tout n'est pas concentré non plus au sud, nous avons également, on a déjà vu la Pendjari, mais nous avons la route des Tatars pour aller découvrir cette architecture extraordinaire, particulière, qui relie le Bénin et le Togo. Nous avons également la construction d'un nouveau palais royal pour le roi de Niki, avec une arène pour la Gani, parce que là également c'est une fête identitaire extraordinaire, ça vaut la peine, hein, disons, c'est assez impressionnant. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Pour venir au volet culturel, parce que vous avez vu à travers tout ce qui est avant cité, peut-être d'aborder ce volet culturel, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a eu beaucoup d'investissements à grande échelle, hein, mais tout ceci ne peut prospérer s'il n'existe de véritables entreprises touristiques. En quelques mots, comment bâtir selon vous ou comment accompagner les entreprises touristiques pour que tout ceci ne soit pas de l'argent jeté par la fenêtre? Non, vous avez parfaitement raison et je pense que c'est justement parce que nous sommes en train de structurer une offre touristique que nous allons structurer une économie touristique. Vous savez, il y a des entreprises ici au Bénin, des agences de voyage, des hôtels, tout ça, ça fait partie du tourisme, des restaurants et autres. Mais si vous n'arrivez pas à remplir votre hôtel ou que vous ne remplissez votre hôtel que de 20% sur toute l'année, il est bien évident que l'investissement, l'hôtel va tomber en décrépitude parce que vous n'aurez pas les moyens de faire les investissements, parce que c'est un investissement permanent. Il en est de même pour les agences de voyage, il en est de même pour les tours opérateurs, il en est de même pour les sociétés de location de véhicules, les restaurants, etc. etc. Donc c'est justement parce qu'il va y avoir cette offre touristique que cela, évidemment, le gouvernement va s'attacher à faire un marketing de la destination Bénin, vendre au niveau national, sous-régional, international, la destination comme ça se vend dans les plus grands pays de façon professionnelle, comme la rupture sait le faire, pour que, évidemment, cela suscite un intérêt et ça soit, disons, inspirant pour ceux qui pourraient voir cela et une vraie curiosité pour pouvoir venir au Bénin, surtout avec la diversité qu'on vient de décrire de l'offre touristique et de l'offre culturelle que je vais aborder tout à l'heure. Donc c'est cela qui va permettre à chacun de ceux qui vont investir dedans, imaginons que vous ayez un petit restaurant et que votre restaurant ne désemplit pas. Si vous avez un hôtel et votre hôtel ne désemplit pas, si vous avez une société de guidage, demain nous voulons effectivement à Bomé, nous voulons Huida, nous voulons le Niki. Mais si les jeunes commencent tout de suite à monter des projets pour dire quand les touristes vont venir, peut-être que moi je vais avoir des pousse-pousse modernes et je vais les transporter. Peut-être que nous pouvons, donc chacun peut dès maintenant anticiper et imaginer des produits simples qui n'ont pas besoin de gros investissements, mais qui vont leur permettre de capter évidemment des ressources. Le tourisme est le seul secteur qui est un secteur qui est comme le thé, c'est un infuseur direct dans la société. C'est-à-dire que quand un touriste vient, il ne prend pas son argent pour aller mettre ça à la banque. Au contraire, il prend son argent à la banque pour mettre ça directement auprès des populations. Donc c'est un infuseur direct pour les populations qui peuvent en tirer bénéfice. Alors, Monsieur le ministre, nous allons passer maintenant à la culture et aux arts. La culture d'abord, au service du tourisme. La vision du chef de l'État, c'est de faire de ces deux sous-secteurs, je veux parler de la culture et des arts, des intrants nécessaires à la mise en place d'une véritable industrie touristique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en matière de culture? Est-ce que le niveau de la culture béninoise est relevé dans tous ses sens? Bien sûr. Bon, je voudrais dire d'abord que si les Béninois doivent être fiers de quelque chose, c'est de leur culture. Peut-être que ce n'est pas suffisamment valorisé, mais tout ce qu'on vient de dire, quand on a parlé de Ganvier, c'est un mode de vie. Quand on a parlé de la Gani, c'est identitaire. Quand on a parlé d'Abomey, l'histoire des rois et des Amazones, c'est notre culture. Quand on a parlé de Huida, c'est notre culture, c'est notre histoire, cette histoire tragique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui va nous enrichir, tout ce qui va faire le produit touristique, l'offre touristique, c'est sous-tendu évidemment par la culture. J'ai parlé de la route des Tatars, j'ai parlé de la route des couvents Orisha, tout ça c'est notre culture. Mais je voudrais, de façon, vous avez raison évidemment d'insister de façon spécifique sur la culture, je voudrais dire que la réhabilitation
de la restauration des palais royaux d'Abomey, la réhabilitation demain qui va démarrer dès 2020 du palais romain à Porto Novo, du musée à Dandé à Porto Novo, la réhabilitation de la place Toussaint Louverture à Alada, tout ça c'est notre culture. Mais nous en profitons pour en faire des produits touristiques, des produits visitables, des produits où des gens auront la curiosité de venir. Et nous avons, et je l'ai décrit tout à l'heure, j'ai parlé de musée, le gouvernement, à travers le PAG, est en train de mettre en œuvre 2 grands musées aux normes internationales. Le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et le musée international de la mémoire de l'esclavage. Ces 2 musées vont permettre de mieux valoriser notre patrimoine, nos objets, vont permettre également de nous mettre aux normes, vont permettre de pouvoir accueillir, recevoir nos biens culturels qui sont ailleurs. Et vous savez que là également, c'est un combat, une vision et un combat du chef de l'État. Et sur cela, nous avons cette demande a reçu un écho favorable en France. Et de façon bilatérale, aujourd'hui, le Bénin et la France sont en train d'y travailler pour que, au plus tard, au 4e trimestre 2021, nous puissions avoir les premières œuvres, donc les 26 œuvres promises par le président Macron, qui nous reviennent, qui reviennent au pays, qui reviennent au Bénin, et tout ça ne va pas revenir dans l'indifférence. Nous allons faire tout le parcours rituel et festif qu'il faut pour que chaque Béninois, exactement, avant de les réinstaller. Oui, mais monsieur le ministre, quel est l'environnement qui va accueillir tout ceci dès que cela va venir? Voilà. Vous savez que le ministre Riester était au Bénin au mois de décembre et que le ministre, mon aîné et collègue, le ministre Agbenossi et moi-même étions au mois de février dernier à Paris pour discuter avec le ministre Riester et d'autres composantes de l'État français. Et c'est parce que justement les Français ont vu le sérieux de notre projet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Abomey, la France a une contribution. Sur UIDA, là, c'est surtout la Banque mondiale qui contribue avec le budget national, bien évidemment. Mais le projet qui est fait de mettre ces 2 musées aux normes internationales, des musées qui n'auront rien à envier à des musées parisiens ou à des musées allemands, italiens ou américains, cela rassure. Et au-delà des infrastructures modernes qui seront construites, nous avons également un volet formation. Vous savez que nous avons au Bénin, à Porto Novo précisément, l'école du patrimoine africain qui fera l'objet d'un projet, d'un programme de réhabilitation et de nouveaux investissements, toujours en lien avec la France. Nous allons former, disons, tous les spécialistes de façon ad hoc particulière, tout de suite à court et moyen terme, mais également un programme beaucoup plus long pour que nous puissions avoir les ressources humaines capables de gérer cette économie culturelle et patrimoniale. Et cela également était l'un des points essentiels du document qu'on a appelé le programme de travail commun que nous avons signé à l'occasion de la visite du ministre Riester au mois de décembre. Donc rien n'est fait vraiment dans l'improvisation et au hasard. Tout est fait de façon méthodique et je peux vous assurer que sur chacun des projets ou sur chacun des points que nous avons évoqués, nous pourrions passer une demi-heure, 1 heure pour qu'on puisse vous expliquer toute l'économie, tout le détail, toute la passion et tout l'engouement que chacun de nous pourrait avoir si, effectivement, il était peut-être au même niveau d'information que nous qui sommes dans ces projets au quotidien. C'est vraiment enthousiasmant et chaque Béninois, et moi je suis très heureux de pouvoir participer à cela et chaque Béninois sera fier vraiment de son pays. Un événement récent, monsieur le ministre, c'était en Conseil des ministres le 25 mars où vous avez officiellement nommé une experte qui va diriger la Galerie nationale. De quoi retourne l'idée de cette galerie nationale et aussi quelle place pour les artistes, parce que dans tout ce que vous faites, on n'entend pas parler des artistes, de nos artistes. D'abord, en ce qui concerne la Galerie nationale, il s'agit d'art plastique. L'art plastique, c'est un des domaines de la culture. La culture est très large, mais nous avons la chance au Bénin d'avoir des plasticiens exceptionnels. Nous avons les Azoumé, nous avons les Zimpé, nous avons les Chiefs. Ils sont nombreux et ils ont atteint
pour certains, des dimensions mondiales, pour ne pas dire universelles. Il y en a d'autres qui également ont beaucoup de talent, mais aujourd'hui sont au niveau national ou qui sont même encore au niveau local, ici et là. Quand on circule, on se rend compte que le Bénin fait partie des rares pays en Afrique où il y a un vrai talent, où il y a un vrai foisonnement de plasticiens, de talents, de génies créateurs. Et le gouvernement, à travers le PAG, à travers la vision du chef de l'État, s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose pour révéler ces talents. On pouvait faire quelque chose pour créer une économie culturelle, une économie, disons, de l'art plastique, parce que l'art plastique, ce n'est pas seulement le fait d'aller comme au musée, de dire « ah, c'est beau » ou « c'est pas beau ». C'est beaucoup d'argent autour, c'est beaucoup de richesse autour, c'est beaucoup de création d'emplois autour. Et donc le chef de l'État a eu cette vision de pouvoir percevoir que nous pouvions capitaliser cela au Bénin et créer toute une économie autour. Donc c'est ça qui est fait. Il y avait un comité qui s'appelle le comité à plastique qui réfléchissait depuis un peu plus d'1 an, qui était déjà en route sous l'égide de mon prédécesseur, bien évidemment. Moi, je suis venu avec l'impulsion du chef de l'État parachever la chose et nous avons créé cette agence qu'on appelle la Galerie nationale. Et cette agence, effectivement, a une directrice générale qui est Madame Léa Aounou Roufaï, qui est bien connue dans le domaine, qui est une galériste, qui par ailleurs est une consultante qui a un parcours international. Donc c'est vraiment des professionnels, c'est au moins des professionnels. Maintenant, les artistes. Pour la Galerie nationale, il y a eu comme une petite interrogation des artistes au début pour dire le conseil d'administration a été installé, il n'y a pas un seul artiste. Vous voyez, vous ne me posez pas la question, mais je l'anticipe. La Galerie nationale, l'agence, c'est pour gérer de l'argent public. Le conseil d'administration, ce n'est pas le conseil d'administration qui va dire « ah, ce tableau est joli, ce tableau est moins joli ». Le conseil d'administration est là pour qu'on puisse respecter le béninois et l'argent public, pour qu'on puisse la qualité de la dépense. Mais étant donné que c'est spécifique et que c'est artistique, il y a un conseil artistique, et ce conseil artistique de 6 personnes, c'est essentiellement des artistes ou des professionnels de l'art plastique et qui sont là. Et étant donné qu'on n'a pas encore installé officiellement ce conseil artistique, il y a eu une petite confusion. Donc les acteurs culturels et artistiques sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas faire sans eux, puisque c'est eux qui vont alimenter et qui vont profiter de ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà pour ce qui concerne la Galerie nationale, mais nous avons, en termes de culture, nous avons l'ambition de faire du Bénin, et en particulier de Cotonou, une place culturelle, une place artistique importante dans la sous-région. Et nous en avons les moyens. Vous avez vu dernièrement que notre compatriote qui est allé sur vos différentes chaînes, Bella Agossou, vous avez vu à travers le film Adou, comment est-ce que, disons, nous pouvons être fiers de notre pays, parce que notre pays a servi de décor et, disons, on a fait passer le Bénin pour la Mauritanie, pour le désert, pour le Sénégal, pour le Cameroun, etc. Donc nous avons cette possibilité-là, et quand nous voyons que le Nigeria est devenu la première économie en Afrique, grâce principalement à Nollywood, donc vous voyez le potentiel de la culture et de la culture au Bénin. On va en profiter pour parler des classes culturelles. À quand la rentrée? Oui, c'est vrai que le programme des classes culturelles est en cours et depuis que je suis revenu aux affaires, j'y travaille sans désemparer. Nous avons, ces jours-ci, nous venons de finaliser la sélection des encadreurs, donc cela sera publié. Après cela, il y a encore 1 ou 2 étapes que nous devons conduire à terme pour qu'à la rentrée 2021, je croise les doigts, nous puissions assurément lancer les classes culturelles. Quelle est la philosophie qui se cache derrière ces classes culturelles? Non, la philosophie, c'est de pouvoir d'abord repérer les talents, disons, auprès de nos enfants dans les collèges. C'est de pouvoir également donner une initiation aux arts à nos enfants, la danse, la musique, le théâtre, etc., pour que, de la même façon qu'il y a des cours de sport, qu'il y a des cours de mathématiques, qu'il puisse y avoir des cours, disons, d'art
et les enfants choisiront en fonction évidemment de leur sensibilité, de leur intérêt, qui la danse, qui la musique, qui le théâtre, qui le chant. Donc voilà ce qui est en jeu. Ça va permettre, vous savez que la culture est quelque chose qui met ensemble, qui permet de réunir les hommes, qui permet de créer un sentiment d'un vivre ensemble, d'un destin commun, d'un projet commun et peut-être même d'une nation. Et donc c'est tout cela que nous sommes en train de bâtir à travers le déroulement du programme d'action du gouvernement. Une toute dernière, la culture c'est aussi la chaîne du livre, vous me permettrez. Cette toute dernière question, quelle politique pour financer le livre au Bénin? D'abord, je voudrais que vous reconnaissiez que nous avons relancé quand même un certain nombre de choses dernièrement. Au mois de décembre, nous avons fait le Grand Prix et, pour donner les prix littéraires. Et nous avons fait également le Salon du Livre. Ça faisait longtemps que les acteurs réclamaient cela. C'est vrai que le livre semble, vous me permettrez de dire ça comme ça, entre guillemets, moins sexy que beaucoup d'autres choses. Parce qu'on dirait que c'est quelques initiés, quelques sachants qui s'intéressent à la chose, alors que c'est si important. Vous savez que celui qui est aujourd'hui le directeur des arts et du livre, c'est un connaisseur, c'est un acteur, Kofi Atede est un connaisseur, disons, de la chaîne du livre et de la lecture. Donc c'est pour dire à quel point est-ce que, pour nous, c'est essentiel et important. Donc nous avons des programmes spécifiques en la matière. Nous avons des projets qui ne sont pas dans les projets phares, mais qui sont des projets du ministère, des projets quand même assez importants pour pouvoir mieux aider nos acteurs de la chaîne du livre, parce qu'il y a également des difficultés en la matière. Il ne s'agit pas pour chacun, la nuit, de se réveiller pour dire « tiens, j'ai une idée, on va gratter 2-3 lignes, après ça, on trouve un ami imprimeur, on imprime quelque chose, qu'on a dactylographié, on dit « bon, ça y est, je suis écrivain, bon, donc je suis auteur ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il faut qu'on y arrive, cela va valoriser les vrais auteurs, les vrais écrivains, et cela va permettre également de concentrer nos moyens sur ces quelques-uns. Ça va permettre également de créer une économie de l'édition, parce que nous n'avons pas des éditeurs, il y en a suffisamment, mais suffisamment solides pour pouvoir prendre des risques, parce que normalement c'est aux éditeurs de prendre des risques. Et normalement, les auteurs ne devraient pas écrire au fond des arts et de la culture pour dire, voilà, j'ai un manuscrit, financez-moi. Nous, l'État, nous pouvons aider à créer une économie de l'édition, donc en aidant les maisons d'édition. C'est aux maisons d'édition, à leur tour, d'aider les auteurs, de repérer, de détecter et de révéler les auteurs. Donc nous allons remettre tout ça dans le bon sens pour que, enfin, nous ayons également au Bénin une vraie économie du livre. Allez, c'est terminé pour ce numéro. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Michel Abimbola. Je rappelle, vous êtes bien le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est bien mis dans le bon ordre cette fois-ci. Exactement. Il y a quelque chose qui me tenait à cœur, malheureusement nous n'avons pas eu le temps. C'était de parler quand même de la danse et surtout de la danse contemporaine. Nous avons un projet en lien avec Mme Akoni, qui notre compatriote, notre maman qui est au Sénégal, donc, parce que nous avons également là des talents. Nous avons vraiment, au plan culturel, artistique, beaucoup de talents au Bénin, et Dieu nous donnera l'énergie et le temps qu'il faut également pour initier tout cela avec l'aide de la presse. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. En 4 ans, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'efforts ont été faits. Ainsi se referme ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À très vite.